Qui a monté le coup? Je veux savoir la vérité. Tout le monde se demande qui se cache derrière. Au cinéma, le thème du tueur à gages est assez récurrent. Il y a eu John Cusack dans Tueur à gages, les tueurs au costume noir et à la fine cravate de Pulp Fiction, ou plus récemment Michael Fassbender dans The Killer. Mais notre affaire ressemblait plus à Fargo, on était face à des amateurs. Ça me semblait être une histoire qui méritait d'être racontée. Et 25 ans plus tard, c'est à nouveau le cas. L'enquête a connu de nombreux rebondissements. Il avait une carte de visite professionnelle accrochée à sa tête. Ils ont créé un silencieux maison avec une bouteille de soda vide. Qui fait ça? Et quand on a découvert pour quelles raisons ils ont agi, la nature de la récompense, ça nous a laissé pantois. Avait-elle tout organisé? D'après Benjamin Franklin, 3 personnes peuvent garder un secret si 2 d'entre elles sont mortes. Ici, aucune des 3 personnes n'a su tenir sa langue. On avait gravé le nom de la victime sur l'une des balles. On se posait tous la même question. Je m'appelle Raymond Coladonato et Johnny Winsky était un de mes plus proches amis. Il était comme un grand frère pour moi. Tous ceux qui le connaissent le surnommaient Loose, en laissant bien traîner les syllabes. Loose. On s'amusait toujours quand on était avec lui. Il racontait beaucoup de blagues, il s'éclatait, faisait la fête. Joe n'avait pas d'enfant. Il aimait profiter de la vie. Son père était à la tête d'une société de paysagistes. Joe était donc jardinier, mais il avait aussi d'autres gagne-pains. Il achetait et revendait des voitures. Il était aussi mécano à ses heures. Et en hiver, c'était lui qui conduisait la déneigeuse. Le soir du 14 décembre, j'ai reçu un appel vers 18h36-37. C'était le père de Joe, Monsieur Niewinski. Il m'a dit, Joe n'est pas venu passer la déneigeuse. On ne sait pas où il se trouve. On n'arrive pas à entrer dans son garage qui est fermé, mais toi, tu as les clés. La propriété de Joe se composait de plusieurs garages depuis lesquels il travaillait comme mécanicien. Mais au-dessus des 2 garages à l'avant, il y avait un petit studio. Donc j'y suis allé, j'ai ouvert la porte parce que j'avais un double. Et après être entré, j'ai monté les escaliers. Il grimpait sec et le bois des marches grinçait sous mes pieds. On ne pouvait pas monter l'escalier sans faire de bruit. J'ai atteint le palier et j'ai vu qu'il était sur son lit. Il faisait sombre. Donc je l'ai appelé « Joe, Joe! Joe, lève-toi! T'es réveillé? Ça va, Joe ?» J'ai pas eu de réponse. Donc je me suis approché de lui et avec 2 doigts, mon index et mon majeur, j'ai touché son dos. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un gros problème. Son corps était froid sous mes doigts. Nos équipes ont reçu un appel. Les agents sont intervenus sur place et ont trouvé Joe Niewinski à plat ventre sur son lit. Il saignait au niveau de l'oreille et il semblait mort. La scène de crime était sans dessus dessous. Il n'y avait aucun signe d'effraction. Il y avait des vêtements partout. Un portefeuille était grand ouvert. C'est difficile de déterminer si quelque chose a été volé quand on ignore ce qui se trouvait habituellement dans la pièce. En premier lieu, on s'est donc demandé s'il y avait eu une bagarre ou une dispute dans cette chambre. Mais le corps de la victime racontait une autre histoire. Joe était allongé dans son lit, partiellement dévêtu, et à moitié recouvert de sa couverture, ce qui laissait penser qu'au moment des faits, il était probablement endormi. L'heure du décès a été établie aux alentours de minuit. Il était costaud, donc s'il avait été éveillé en présence de ses agresseurs, il y aurait eu des signes de résistance, de bagarre, et la scène de crime aurait eu un aspect différent. Nous en avons donc déduit
qu'il avait été exécuté dans son sommeil. Nous avons repéré des fragments de balles en cuivre sur et autour du corps. Et il y avait des petits bouts de papier autour de sa tête. On a relevé un détail curieux sur les lieux. Une carte de visite avait été retrouvée à côté de la tête de Joe. Cette carte était très mystérieuse. Sur la carte, il était écrit « Agence immobilière Payne ». Il se trouve qu'en anglais, le mot « Payne » a un homonyme qui signifie « souffrance ». Et vu les circonstances de sa mort, le tueur avait peut-être voulu laisser un message avec cette carte. C'était peut-être une façon détournée de lui dire « On va te faire souffrir ». Un meurtre comme celui de Joe Niewinski est rarissime pour nous. Ça n'arrive jamais à West Hartford. West Hartford est une banlieue de la ville de Hartford. C'est un endroit très sûr. Si on a un meurtre tous les 2 ans, c'est le maximum. Et là, dès le début, il y avait un mystère à résoudre. Les agents ont donc rapidement questionné la famille, les amis et l'entourage de la victime pour trouver des réponses. J'ai rencontré Joe il y a 56 ans. J'avais 10 ans et lui 14. On partait faire du vélo, on jouait au basket, on était tout le temps fourrés chez l'un ou l'autre. En grandissant, autour de mes 12-13 ans, on a commencé à sortir ensemble et ça a duré 6 ans avec quelques coupures. Et puis on s'est mariés 1 an après la fin du lycée. J'avais 19 ans. Joe avait 22-23 ans à ce moment-là. C'est notre photo de mariage. Il était très attentionné. Avec lui, j'avais l'impression d'avoir trouvé l'homme avec lequel je passerai le restant de mes jours, avec qui je fonderai une famille, avec qui j'aurai des enfants, ce genre de choses. Et puis un peu plus tard, on a commencé à s'éloigner l'un de l'autre. On a fini par divorcer. En tout, on est resté mariés quelque chose comme 3 ans et demi. Encore aujourd'hui, je reste convaincue qu'il m'aimait, mais que nous étions simplement faits pour être amis et pas mari et femme. Joe ne s'est jamais remarié ni eu d'enfants, mais il adorait sa famille. Tonton Joe était un grand enfant. Il adorait s'amuser. Il aimait être au centre de l'attention. Il avait une forte personnalité qui attirait les regards. Et il était resté jeune dans sa tête. J'ai retrouvé de vieilles photos de lui avec ses 5 frères et sœurs. Ils sont très jeunes sur celle-ci. Tous les 4 prennent la pose pendant que Tonton Joe fait le pitre derrière eux. Il a toujours été ce genre d'homme, même plus jeune. Joe était mon oncle, et il a toujours été le tonton rigolo. C'était le mec qui avait la grosse voiture, qui fait du bruit, le bateau, les motos. Un des souvenirs qui me revient quand je pense à lui, c'est ma grand-mère qui lui hurlait de ralentir parce qu'en général, on l'entendait arriver du bout de la rue. Quand on était jeune, on était plutôt turbulent. Sa vraie passion, c'était les voitures. Il lui fallait un moteur haute performance et un échappement qui fait du bruit. Mon frère, Steve, avait un dragster avec lequel il faisait des courses. On faisait des tas de choses. On sortait en bateau ou dans des parcs d'attractions. On faisait des courses. On allait voir du Monster Truck. Il adorait ça. Et on allait à la pêche au Tassergal. Quelle époque! On savait toujours quand Joe était sur le bateau. On l'entendait brailler. « J'en ai un gros, il y en a un énorme là !» avec sa grosse voix. Tout ça pour qu'on lui fasse de la place et qu'il leur monte. Il avait une grande gueule, une très grande gueule. Il aimait se faire remarquer et on le remarquait. Tonton Joe a vécu sa vie à fond la caisse. Chaque fois qu'un souvenir de mon enfance avec lui me revient, c'est toujours des moments de rigolade. Il respirait le bonheur et l'amour. C'est le souvenir que je garde de lui. Et ça me brise le cœur que les gens ne le voient pas comme la victime d'un meurtre. Quand ils ont retrouvé Joe, il était mort et ils ont dit qu'on l'avait abattu. Moi, je voulais pas le savoir parce que je voulais garder en tête la dernière fois où je l'avais vu. Je voulais me souvenir de ce qu'il était avant. Je voulais pas le voir avec une balle dans le crâne, couché sur son lit. Je voulais pas de ça. Je veux me souvenir de lui comme vous le voyez ici, avec son grand sourire et ses bijoux. On l'aimait. On l'aime toujours.
Son meurtre a fait naître des tas de questions. Déjà, pourquoi quelqu'un cherchait-il à se venger de lui? Le reste de la famille était-il menacé? À ce moment-là, on était nombreux à choisir de se cacher. On se terrait chez nous. Ma mère m'avait dit « Fais attention, Raymond. On ne sait jamais où et quand le ou les tueurs pourraient vous tomber dessus, toi et ses proches. » Les enquêteurs ne savaient pas comment expliquer ce qui s'était passé. Ils ont bien sûr cherché à savoir s'il y avait le moindre conflit ou problème de ce genre dans sa vie. Ils se sont également renseignés sur la carte de visite de l'agence immobilière Payne pour déterminer son rôle. Nous avons pris contact avec le propriétaire de l'agence immobilière. Il a déclaré que Joe s'était renseigné pour acheter certaines propriétés. L'affaire n'a pas abouti, mais il lui a laissé sa carte de visite. Il n'avait rien à voir là-dedans. Vous savez, une enquête, c'est comme un jeu de construction. Tout commence avec le corps de la victime, puis on développe ses théories et on détermine ce qui est pertinent à l'enquête et ce qui ne l'est pas. Dans le cas présent, il n'y a pas eu d'effraction. Il semblerait donc que M. Niewinski connaissait son agresseur. Les enquêteurs ont découvert que Joe Niewinski avait une petite amie, Rosemary Cusano. Elle avait une trentaine d'années, de longs et beaux cheveux bruns, et plutôt sexy. Elle mettait très souvent du rouge à lèvres. Elle avait tout le temps les lèvres d'un rouge vif. Celle-ci, si tu l'embrassais, t'en avais partout. Je sais que Joe était très amoureux d'elle. Évidemment qu'il l'était, c'était une femme magnifique. De ce que je m'en souviens, pour avoir vu Rose et Joe ensemble, leur histoire n'a pas duré bien longtemps. Ça m'a paru rapide. Joe nous l'avait présenté. Je dirais que ça a peut-être duré 2 petits mois. Ouais, disons 2 mois. On la voyait à nos soirées. Ma femme discutait avec elle, on faisait du sport, on mangeait, on discutait, on s'amusait. Je sais qu'elle flirtait pas mal avec ses amis à lui. Une fois, ma tante se tenait derrière Rosemary et un ami de Joe, et elle l'a entendu faire une remarque très sexuelle à l'ami en question. Donc je dirais qu'aux yeux d'une grande partie de ma famille, elle était du genre à allumer tous les hommes. On avait tous compris comment elle était. Elle aimait flirter avec les hommes, les draguer un peu, leur faire des câlins. Elle était tactile avec eux et elle aimait leur parler sans arrière-pensée, juste pour aguicher Joe. Il était un peu du genre jaloux. En tant qu'enquêteur, quand on entend parler d'un ou d'une conjointe de façon plutôt négative, on sait qu'on doit s'intéresser à cette personne et discuter avec elle. Nous avons donc appelé Rosemary, sa petite amie. Elle nous a transmis toutes les informations qu'on souhaitait, mais elle n'a pas eu l'air bouleversée. Pour les besoins de l'enquête, Rosemary a retracé leur histoire compliquée. Leur relation était assez houleuse. Joe et elle avaient tous les deux le sang chaud. Et elle nous a raconté avoir subi des violences verbales de sa part et parfois même des violences physiques. Oui, je me souviens que parfois, j'ai pu entendre Joe hausser le ton face à elle, pour diverses raisons. Je me souviens d'une fois où j'étais en train de travailler au garage quand je les ai entendus clairement en pleine dispute. Et ça s'était envenimé. Elle en était venue aux mains. Et lui, bien sûr, il avait les bras devant lui et il essayait de s'éloigner. Il l'a gardée à distance. Je me suis interposé entre eux et j'ai dit « Non, là, ça suffit, Joe. Soit vous arrêtez, soit je m'en vais. » Je ne sais pas pourquoi ils se disputaient, mais ça m'avait mis très mal à l'aise. Et ils l'ont compris. Après ça, ça s'est calmé. Ils ont arrêté leur chamaillerie et c'est tout ce que je peux dire. C'était intriguant. Nous avons donc cherché à confirmer ses dires. La victime avait un autre ami. Et lui aussi nous a confié que Joe traitait mal Rosemary. Cet ami s'appelait Marc Pascal. Il était le propriétaire d'un petit garage où il réparait des moteurs de bateaux, de hors-bord, de jet-ski, de motoneige.
Il ne gagnait pas très bien sa vie. Il vivait dans le sous-sol de ses parents. Joe avait rencontré Marc Pascal au lac. Le bateau de Joe avait un problème, donc il est allé à la marina pour voir si quelqu'un pouvait le réparer. Et c'est comme ça qu'il a connu Marc. Joe avait un bateau et Marc un garage pour tous les engins nautiques. Joe avait donc plus d'intérêt à ce que lui et Marc soient amis, histoire d'obtenir des réparations gratuites sur son bateau. Marc avait une drôle de tête. C'est un homme qui n'est pas très grand. Il a les cheveux très bouclés et hirsutes. Ce n'est pas un très bel homme. Marc, moi je l'appelle le bigleux. Il avait effectivement un strabisme. J'avais dit à Joe, c'est pas un pote pour toi ce mec, pourquoi tu traînes avec lui? Il m'a dit, tu connais la marina, lui il me fait les réparations pour une misère, donc tant pis. Et je lui avais répondu, fais gaffe Joe, je le sens pas, il a un grain. Quand on l'a questionné, il a reconnu connaître Rosemary et Joe. Marc a dit que Joe était violent envers Rosemary et que ça lui faisait peur. On a creusé un peu plus du côté de Rosemary et de sa relation avec Joe. Il s'est avéré que cette jeune femme était la dernière personne à l'avoir vue en vie. Lors de l'enquête, Rosemary nous a avoué que plus tôt dans la journée, elle était passée chez lui pour le voir. Elle a monté l'escalier après avoir trouvé la porte ouverte. L'appartement était sans dessus-dessous. Elle l'a trouvé couché dans son lit. Il ne s'attendait pas à la voir et lui a lancé « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle a répondu « Ta porte était ouverte. Je t'ai appelé et c'était grand ouvert. » Il a répliqué « Mais pas du tout, ça me ressemble pas. » Je crois qu'elle a aperçu quelque chose qui ressemblait à un joint dans le cendrier. Et puis il est complètement sorti de ses gonds. Il s'est mis à hurler et lui a ordonné de dégager de chez lui. Il l'a poussée contre un mur et elle est partie. Mais un peu plus tard, ils se sont reparlés puis ils sont allés dîner ensemble comme si de rien n'était. Rosemary a des enfants et elle nous a dit qu'il avait emballé des tas de cadeaux pour leur offrir ce soir-là. Joe leur a donné leur cadeau de Noël en avance. Au moment de partir ce soir-là, la dernière chose que Joe lui ait dite, c'était quelque chose du style « Je te souhaite le meilleur pour la suite ». Il avait dû se rendre compte qu'entre Rosemary et lui, c'était terminé. Il a donné les cadeaux aux garçons 2 semaines avant Noël. Il avait peut-être décidé de quitter Rosemary pour de bon. Il devait être aux alentours de 20h ou 21h, quand Rosemary a vu Joe pour la dernière fois. Elle est rentrée avec ses 2 fils. Pour l'enquête, on a recroisé les interrogatoires et vérifié les alibis, et on a effectivement confirmé qu'elle disait la vérité. Le problème, c'est qu'un des employés de Joe Lewinsky devait travailler au garage ce soir-là. Donc Joe lui avait laissé les clés dans la boîte aux lettres. Sauf que cet employé n'a pas trouvé les clés. Il a donc appelé Joe et lui a laissé un message qui disait « Je suis au garage, je sais pas où tu es ». Et il a fini par rentrer. À cet instant, Joe était peut-être déjà mort. Et son employé est parti. Il nous a expliqué le déroulement de la soirée grâce à son téléphone, et il était évident qu'il était innocent. Les clés n'étaient pas dans la cachette habituelle. On peut donc supposer que le tueur s'en est servi pour entrer discrètement chez Joe. Beaucoup de gens savaient que Joe mettait le double des clés dans sa boîte aux lettres. N'importe lequel d'entre eux aurait pu accéder à l'appartement. À ce moment, rien ne reliait directement Rosemary à l'incident. Mais l'interrogatoire de Rosemary nous a permis de découvrir une chose. Joe avait des liens avec des personnes douteuses. Il vendait un peu d'herbe, un peu de coke,
Délit d'usure, trafic de compteurs kilométriques. Mais non, qui vous a dit un truc pareil? Les flics, c'est faux. J'ai travaillé comme mécanicien pour Joe et il ne m'a absolument jamais demandé de trafiquer un compteur kilométrique. Vol de marchandises, jeu d'argent, vente de faux papiers. Dans un premier temps, les enquêteurs ont craint que la liste des suspects soit trop longue, puisque Joe s'avérait être un sale type. D'autant que son mode de vie restait mystérieux. Joe avait dit à des amis que ces dernières semaines, plusieurs de ses voitures garées dans son allée avaient eu les pneus crevés. On avait aussi cassé la fenêtre de son garage. Ce dernier incident s'était déroulé environ une semaine avant le meurtre. Il pensait que quelqu'un l'avait pris pour cible. Il avait peur que ces actes de malveillance ne se transforment en violence physique. Il s'était donc renseigné auprès d'un ami pour installer un système de surveillance. Mais il n'est pas allé au bout de la démarche. Ça m'a intrigué. Mais nous n'avons pas pu déterminer qui avait crevé ses pneus. Malgré tout, nous avons à nouveau interrogé Rosemary. Elle nous a alors raconté que plusieurs semaines avant l'homicide, sa famille et elle étaient partis se promener. Le voyage incluait Rosemary, sa mère, sa sœur et ses enfants. Ils ont tous passé la journée à Yankee Candle Village, dans le Massachusetts. Joe ne les a pas accompagnés, mais par contre, son ami Mark y était. Ça nous a paru, disons, plutôt étrange. On a donc demandé à Rosemary de nous parler de Mark. Rosemary se plaignait auprès de Mark à propos de sa relation de couple. Elle lui a dit que John Iwinski la traitait mal. Mark aurait même fini par lui dire « Je sais que Joe te traite d'une façon horrible ». Puis Mark a avoué à Rosemary qu'il avait embauché un détective privé pour suivre Iwinski. Il a découvert qu'il se rendait à Hartford pour trouver des prostituées, les ramener chez lui et coucher avec elles. Les prostituées, ça me dit rien. Non, rien du tout. Quand Rosemary nous a rapporté cette conversation avec Mark à propos du détective privé qui avait confirmé que Joe voyait des prostituées, elle nous a avoué qu'apprendre ça l'avait mise très en colère. Et elle lui aurait dit « Je devrais envoyer quelqu'un lui casser la gueule ». Et Mark aurait répondu « Vois plus grand, envoie quelqu'un lui mettre une balle en pleine tête ». On n'est pas loin de ce qui s'est passé, donc cette déclaration nous a paru relativement importante. Joe a raconté à beaucoup de monde que dernièrement, il se sentait pris pour cible. Mais à aucun moment, il n'a dit à qui que ce soit que Mark était derrière tout ça. Dès que mon équipier et moi avons convoqué Mark Pascal, il nous a livré tout un tas d'informations concernant sa relation avec Joe. Il a également reconnu qu'il connaissait Rosemary. Il a aussi précisé qu'il connaissait Joe depuis environ 2 ans et qu'il traînait souvent avec lui. Mais il a nié toute implication dans le meurtre. Il avait un alibi pour la soirée, même s'il n'était pas bien solide. Il était au travail, puis il est rentré chez lui où il a regardé la télé. Ce n'est pas vraiment un alibi en béton, mais c'est souvent ce qui arrive, notamment quand les gens vivent seuls. Il a aussi nié avoir dit lui mettre une balle dans le crâne. Par contre, il a reconnu avoir dit à Rosemary qu'il avait engagé un détective avant de nous avouer qu'en réalité, il n'avait engagé personne. C'était juste une histoire qu'il lui avait racontée. Mark définissait son lien avec Rosemary comme une relation sexuelle et romantique. Il en dit de la merde, ce gars. Quelle blague, il n'a jamais eu de relation secrète avec Rosemary. Non mais arrêtons. En plus de la journée dans le Massachusetts, Rosemary et lui seraient partis pendant tout un week-end en novembre, dans le Maine. Et c'est là qu'ils auraient couché ensemble. Et moi, j'ai été faire un tour sur Mars dernièrement, où je me suis pris du popcorn et j'ai maté un bon film. C'est au moins aussi crédible.
De son côté, Rosemary n'a jamais indiqué que c'était le genre de relation qu'ils entretenaient. Et ça semble indiquer que Mark vivait dans un monde assez éloigné du réel. Nous avions donc besoin d'évaluer s'il nous disait la vérité ou s'il cherchait à cacher des éléments. On a rapidement parlé avec lui et on lui a proposé un test au détecteur de mensonges. Les résultats d'un test au polygraphe ne sont pas recevables devant une cour de justice, mais c'est un outil qui nous sert à prendre un menteur sur le fait. Et nous avons décelé de nombreux mensonges. Nous l'avons interrogé sur ses irrégularités en lui disant « Vous voyez là, vous avez menti, et là aussi. Donc soit vous pensiez que vous faisiez une bonne action, que vous sauviez une femme battue de son bourreau, soit vous êtes un meurtrier de sang-froid et vous l'avez abattu d'une balle dans la tête. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il a répondu « Vous savez quoi? Je vais tout vous dire. » L'enquêteur m'a appelé chez moi et m'a dit très précisément « On a fait une découverte majeure. Toutes nos premières théories pour trouver le coupable passent à la trappe. On a affaire à un tueur à gages. » Pendant son interrogatoire, Mark nous a dit « Je sais qui a fait le coup. » 2 gamins de 18-19 ans qui habitaient dans la même ville que lui. L'un s'appelait Eduardo, l'autre Matt. Je suis la cousine de Matthew Tyrell. On a grandi ensemble. Toute notre famille était plutôt proche. On se retrouvait souvent pour des repas de fête ou des pique-niques familiaux. J'étais la seule fille parmi tous les enfants de la famille. Matt veillait toujours à ce que je sois à l'aise. Il empêchait les autres de me mettre à l'écart. C'était quelqu'un de si gentil. Pardon. Quand Matt est entré au collège puis au lycée, il s'est retrouvé confronté à des situations pas très glorieuses ni reluisantes. Il a effectivement fait quelques séjours en maison de redressement. À l'époque, je ne savais pas toutes les difficultés auxquelles il faisait face dans son quotidien. Peut-être que si je l'avais su, les choses ne se seraient pas passées de la même façon. Quand on ne fait pas partie du monde du crime organisé, on ne connaît pas de tueur à gages. C'est pas comme s'il existait une base de données des tueurs où on pouvait laisser 4 étoiles pour la qualité du service rendu. Donc il faut demander autour de soi. Dans un premier temps, Mark a déclaré connaître Eduardo Santiago. Parce qu'il était un client de son garage de réparation de bateaux. Et Matthew semblait être un ami d'Eduardo Santiago. Mark leur a dit qu'une femme prénommée Rosemary avait un petit ami horrible. Il lui tape dessus, il est affreux, c'est un monstre. Il leur demande s'ils seraient intéressés ou s'ils connaissaient quelqu'un qui pourrait se charger de lui contre de l'argent. Et leur réponse a été « Bon ben, t'as quoi? Tu paies combien ?» Ils ont utilisé un fusil qui risquait de faire beaucoup de bruit. Donc il a fallu qu'ils se créent un silencieux pour étouffer la détente. Ce livre s'intitule « Comment ?» et il contient des tas d'astuces pour commettre des crimes et délits. Comment faire de la drogue, réaliser une arme. Et il y a un chapitre sur comment se créer un silencieux maison. Ce livre est disponible dans toutes les bibliothèques ou les librairies. Apparemment, Eduardo l'a lu et s'en est servi pour élaborer un silencieux à partir d'une bouteille de soda vide scotchée au bout du fusil et dans laquelle il avait bourré des serviettes en papier. C'est ce qui explique la présence de ces petits bouts de papier autour de Joe Niewinski ce soir-là. La nuit du meurtre, Mark a conduit les 2 jeunes hommes à un pâté de maison du domicile de la victime. Ils ont fait le reste du chemin ensemble jusqu'à chez Joe. Ils ont pris la clé qui se trouvait dans la boîte aux lettres, là où Joe la laissait. Qui se dit que la clé d'une maison se trouve dans une boîte aux lettres? Donc, selon moi, Mark était au courant que Joe cachait un double dans sa boîte aux lettres.
Eduardo et Matthew sont montés à l'étage. Mark a déclaré avoir attendu dehors. Il a entendu un bruit étouffé, puis les deux hommes sont revenus vers lui en disant « c'est réglé ». D'une certaine façon, c'était un soulagement de savoir enfin ce qui s'est passé et de se dire qu'on est sur la bonne voie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Monsieur Tyrell a été arrêté par nos agents. On a également envoyé une équipe au domicile de Monsieur Santiago. Ils l'ont trouvé endormi dans son lit. Dans l'une des chambres, ils ont trouvé une carabine calibre 222 mm qui correspondait au type d'arme à feu utilisée pour le meurtre de Joe. Ils ont également trouvé des munitions dans la maison d'Eduardo. Eduardo a reconnu qu'il était présent sur les lieux du crime. Concernant la carte de visite, elle serait simplement tombée du portefeuille de Joe pendant que les deux hommes le fouillaient. Et ensuite, il a dit que c'était Matthew qui avait tiré sur Joe. Après l'arrestation d'Eduardo, on a été chercher son véhicule pour le fouiller. C'est à ce moment qu'on a retrouvé une arme de poing calibre 22, un Luger Stoger. Cette arme se trouvait donc dans la voiture d'Eduardo. Et on a pu prouver par la suite qu'elle avait été dérobée chez Joe Niewinski. D'ailleurs, l'arme du crime, une carabine à verrou Remington calibre 222 mm, avait aussi été déclarée volée. Selon Matthew, c'est Eduardo qui a transporté l'arme dans l'appartement. Il l'a transportée aussi au moment de ressortir et il l'a gardée chez lui après coup. Matt a accusé Eduardo et Eduardo a accusé Matt. Pourtant, ce sont bien les empreintes d'Eduardo que nous avons retrouvées sur l'arme du crime. Sans compter qu'il y avait d'autres preuves le reliant au crime. J'ai reçu un appel du laboratoire. Mon expert m'a annoncé qu'ils avaient trouvé des marques sur les douilles de certains projectiles. Je n'avais encore jamais vu une chose pareille. Quelqu'un avait inscrit le nom de la victime sur l'une de ses balles. C'est quoi son nom déjà? J-O-E. On avait littéralement gravé le nom de la victime sur l'une des balles. Notre théorie, c'est qu'Eduardo Santiago a gravé le nom de Joe sur ses balles. Non seulement il l'avait gravé sur une cartouche qui était d'une taille conséquente, mais il avait aussi inscrit Joe sur une balle qui faisait environ cette taille. C'est Hollywood qui a inventé le concept de balle gravée au nom de la victime. Et Eduardo Santiago a pris ce concept au pied de la lettre. Ça montre bien à quel point ces gens sont tordus. Aucun gentil gamin n'irait faire un truc pareil. Et quand on a découvert pour quelles raisons ils ont agi, la nature de la récompense, ça nous a laissé pantois. On a posé la question à Mark. Alors, c'était combien? Vous les avez payés combien pour faire ça? Il a répondu... L'argent ne les intéressait pas. À la place, il avait repéré une motoneige dans mon garage. Quand ils lui ont montré la motoneige, Mark a dit qu'il fallait encore changer la transmission, mais ils ont répondu « Tant pis, on la prend ». Tout ça pour ça. Tout ça pour une motoneige cassée. Personne n'arrivait à croire qu'on puisse tuer pour une motoneige en panne. Il n'arrêtait pas de parler de cette fameuse motoneige cassée, et moi je ne comprenais pas. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Qui irait tuer un être humain pour obtenir une motoneige en panne? Surtout quand on sait que la valeur d'une motoneige opérationnelle, en temps normal, se trouve autour de 2 500 $. Quand on entend des histoires de tueurs engagés pour abattre quelqu'un, c'est toujours pour de très grosses sommes d'argent. Jamais pour une récompense aussi débile qu'une motoneige cassée. Je fais ce métier depuis longtemps. J'ai traité des centaines d'homicides. Et la vérité, c'est qu'on peut parfois comprendre certains mobiles de meurtre, mais pour d'autres, c'est impossible. Ça me dépasse complètement de me dire qu'on peut commettre un meurtre. Pour une raison aussi insignifiante.
C'est totalement incompréhensible. Puisqu'il se réfère à la vision qu'en a Hollywood, la plupart des gens croient qu'il faut payer une grosse somme d'argent pour se débarrasser du problème, quelle qu'en soit la nature d'ailleurs. C'est comme ça que ça se passe dans les films, mais c'est pas toujours le cas dans la vraie vie. Ce sont des malades. Toute cette histoire m'écoeure. Ça n'a pas de sens que Mark et Joe aient été amis. Un ami, ça t'aide. Un ami, ça ne te tue pas. Mais est-ce qu'il y avait autre chose derrière tout ça? Parce que c'est facile de se dire que le dénominateur commun, c'est Rosemary. Dans les histoires de tueurs à gages, l'intrigue commence souvent à cause d'un conjoint, d'une petite amie, d'un petit copain. Rosemary avait-elle tout organisé? Que pensez-vous de l'attitude de Rosemary? Au fond de mon cœur, j'ai l'intime conviction que Rosemary a soufflé sur les braises. Elle a joué avec le feu. On est nombreux à se poser encore des questions. Si Joe et Rosemary traversaient bien une période difficile, ça aurait été plus simple pour Mark d'attendre un peu. Ils auraient certainement fini par rompre. Et Mark aurait pu avoir Rosemary au bout du compte. Donc c'est pas logique. À mes yeux, puisque ce type a agi au nom de Rosemary, ça veut dire que Joe est mort à cause d'elle. Et je n'arrive pas à me sortir de la tête que s'il ne s'était pas mis en couple avec elle, il serait en vie aujourd'hui. Bonjour Rosemary, je suis le producteur du documentaire. Ça fait 2 heures que je suis devant votre appartement pour vous conduire au lieu de l'interview. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec Rosemary Coussano au bureau du procureur de l'État. Et elle était très amoureuse de Joe. Il pouvait être bourru et tenir des propos insultants, mais il était gentil. Pour elle, c'était quelqu'un de bien. Je n'ai relevé aucun signe montrant qu'elle ait souffert de violences domestiques. Par contre, la description que Rosemary nous a fait de sa relation avec Mark était très différente de ce que lui nous avait raconté. Il se considérait comme le sauveur de Rosemary. Mark croyait que Rosemary et lui allaient bâtir une vie à deux. Et que quand Joe serait sorti de sa vie, elle et lui partiraient tous les deux main dans la main vers le soleil couchant. Mark était presque fier de ce qu'il avait fait. À la fin de l'interrogatoire, il nous a demandé s'il pouvait appeler Rosemary pour lui raconter. Il voulait lui expliquer qu'il avait organisé tout ça pour devenir un héros à ses yeux. Les enquêteurs ont trouvé ça étrange. Mark estimait presque avoir fait une action honorable. Pour lui, Rosemary le verrait aussi de cette façon. Rosemary a donc été lavée de tout soupçon. Je n'ai aucune compassion pour Mark. Non, c'est lui qui a orchestré tout ça. À mes yeux, si Mark n'avait pas existé, Joe serait encore parmi nous aujourd'hui. Monsieur Santiago a fait le choix d'un procès. Il débordait d'arrogance. À chaque fois qu'on l'a vu. Quand le suspect d'un meurtre prend le temps de se créer un silencieux maison, qu'il teste ce silencieux et qu'il se donne la peine de graver le nom de sa victime sur les balles, ça montre bien l'état d'esprit de cet individu. Je ne sais pas si c'était pour la motoneige ou si c'était juste une occasion de tuer quelqu'un. J'en sais rien. Je pense pas que c'était pour la motoneige. Je ne connais pas ces raisons. Je sais pas ce qui peut pousser un jeune homme à foutre sa vie en l'air. Si c'était pour devenir célèbre, peut-être qu'il essayait de prouver à son gang qu'il en était capable. J'en sais rien. Mais une motoneige n'aurait jamais été une raison suffisante de tuer un autre être humain.
Je ne sais pas du tout ce qui a pu passer par la tête de cet Eduardo. D'après ce que j'ai compris, sa vie n'a pas été facile, le peu de temps qu'il a pu en profiter. Mais est-ce qu'en entrant dans une pièce, vous avez déjà eu un très mauvais pressentiment concernant une personne? Vous sentez qu'elle a quelque chose de malsain, qu'elle dégage de mauvaises ondes. C'est ce que j'ai ressenti devant Eduardo. Il avait cette espèce de petit sourire en coin. Mon Dieu, c'était... Je l'oublierai jamais. Il se la jouait gangster, vous avez vu, je l'ai tué. Le seul pour qui j'ai ressenti un peu de compassion, c'est l'autre garçon, Matthew. Il avait l'air si jeune. On aurait dit un enfant. Voilà ce que je peux en dire. Nous avons discuté avec Matthew Tyrrell. Nous ne pouvions rien lui offrir contre sa coopération dans cette affaire. Quand on l'a convoqué, j'ai donc cru qu'il me lancerait simplement « Merci, mais non merci ». Je vais me contenter de purger ma peine. Mais il m'a regardé. Il a réfléchi un instant et il m'a dit « D'accord, je vais témoigner. Sa famille mérite au moins ça. » Quand Matt est arrivé à la barre pour témoigner au procès de Santiago, il nous a lu une déclaration. Il s'est excusé pour ce qu'il a fait et a dit qu'il aurait dû l'empêcher. Il a demandé pardon à toute notre famille et à la sienne, en pleurant toutes les larmes de son corps. Le fait que Matt ait coopéré avec la police me prouve qu'au fond, il est toujours le garçon avec qui j'ai grandi. Au fond de son cœur, il n'est pas vraiment cette personne. La majorité de ma famille estime qu'il a écopé d'une peine trop lourde. Certains jours, je me demande s'il mérite vraiment de passer le restant de ses jours en prison. Ça fait 25 ans et c'est toujours aussi dur pour notre famille. Mon grand frère me le rappelle tous les ans. Il me téléphone pour me dire « T'as vu quel jour on est ?» C'est à cette date qu'on nous a arraché notre frère. Mon frère Raymond, il aimait tellement Joe. De tout son cœur. Mon frère l'adorait. J'ai tellement de peine pour lui. Il n'oublie jamais, chaque année. Jamais il oubliera. Ça fait 25 ans qu'il me le rappelle. Qu'est-ce que vous en déduisez? On aimait tous Joe. J'aurais aimé que tout soit différent, qu'il soit avec nous et que vous puissiez l'interviewer, lui. Bref. On l'aimait. Joe était le noyau qui soudait tout notre petit groupe. Et s'il était encore là aujourd'hui, ce serait toujours lui qui nous réunirait tous. Ça aura pris 25 ans. Mais encore une fois, Johnny Winsky nous a tous réunis autour de ce documentaire. Et il reste à l'œuvre depuis le paradis. Et je sais qu'on continuera tous de chérir et d'honorer sa mémoire.